Les opportunités sont pas toutes réalistes quand les gens expriment certaines possibilités de l'IA générative. Le plus gros travail, nous, qu'on doit faire, c'est vraiment démontrer c'est quoi que ça peut concrètement faire, puis de l'asseoir sur c'est quoi les objectifs qu'on essaie de faire, c'est quoi les solutions, puis c'est quoi que ça a permis d'accomplir par la suite. C'est pour ça qu'on appelle ça accompagner, prendre par la main d'une certaine façon pour aider les gens à comprendre ces opportunités-là. Puis, des fois, la solution, c'est pas d'IA. David Beauchemin, tu es le directeur général et cofondateur de Baseline, une coopérative de solidarité qui révolutionne l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des PME québécoises. Depuis la création de Baseline en 2020, vous avez su vous démarquer non seulement par vos solutions innovantes, mais aussi par un modèle d'affaires unique axé sur la coopération et l'éthique. David, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci à toi. David, Baseline est une entreprise qui est assez différente, même fascinante des autres que j'ai pu rencontrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, surtout, je dirais, pour son modèle d'affaires qui est orienté autour d'une coopérative. Peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu à notre audience qu'est-ce que Baseline et également quelle est l'idée derrière la création de ce type de modèle d'affaires-là pour votre organisation? Oui, c'est une très bonne question. Nous, en fait, faut se ramener en 2020 quand on a fondé, moi et mes collègues, finalement, qui étaient là au début du projet. C'était en même temps que Element AI, Feu Element AI a été vendu à ServiceNow. Puis on trouvait qu'il y avait quelque chose un petit peu de dommage pour le Québec qu'on avait investi dans une institution pour créer une institution, puis que finalement, c'était par la suite vendu à des impératifs extérieurs. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer un modèle qui va permettre de créer cette confiance-là, créer cette pérennité-là dans une organisation qu'on essaie de créer? Puis le modèle coopératif s'est beaucoup imposé pour cet élément-là. Puis à l'époque, on se voyait un peu comme des gens qui, on était tous à la maîtrise au doctorat, donc il y en avait qui avaient des aspirations de devenir rendu chercheur à l'université. Donc, ça nous prenait quelque chose qui était flexible, puis on était une dizaine autour de la table. Fait une convention d'actionnaires à 10, là, c'est peut-être pas tout le temps l'idéal. On avait tout ce désir-là de travailler ensemble. Puis ça a bien fait parce que il y a des gens que leur projet a changé, ils ont des enfants, ils ont des choses, donc le projet pour eux s'est orienté. Donc, le modèle coop nous permettait d'aller chercher cette espèce de flexibilité de l'actionnariat sans non plus perdre les avantages ou d'autres inconvénients. Donc, on trouvait que c'était bien. Puis par la suite, il y a des éléments qui se sont ajoutés. Tu sais, vraiment, pour nous, il y a comme une façon de dire on veut aider les PME, les entrepreneurs. Donc, si on est entrepreneur, puis c'est pas un salarié qui fait l'exécution, on trouve quelque chose d'intéressant dans cette approche-là, de comprendre la réalité et pas juste finalement quelqu'un qui fait du 9 à 5 finalement. Fait on a comme fait évoluer un peu à travers le temps. Puis ce modèle-là, pour nous, après ça, il y a une question de valeur, une question de positionnement individuel et collectif, tout ce qui nous permet. Mais nous, on essaie d'aider les entrepreneurs à vraiment pouvoir adopter cette technologie-là. Donc, pour nous, c'est comme une façon, en tant que consultant, d'avoir cette forme-là qui permettait un peu de faire un peu comme les avocats. Tu sais, ils ont souvent des cabinets, le senior qui est associé avec son groupe de personnes qui vient, on est capable de retrouver un peu ce mécanisme-là, mais dans une approche qui favorise, à notre avis, un peu plus la redistribution de la richesse, la répartition du travail ou les éléments comme ça. Fait, pour nous, c'était comme un ensemble de choses qui rendaient la truc attrayant. Puis il y avait peut-être un peu, en tout cas pour moi, de faire les choses différentes. Juste d'essayer quelque chose de différent dans un modèle qui est très traditionnel. Puis à l'époque, il y a quelqu'un qui nous a présenté ce modèle-là, puis qu'on a adopté. On est parti avec ça. Puis pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si tu avais à expliquer de manière assez simple, on pourrait dire ainsi, la différence entre une coop puis une organisation, essentiellement, quel mot tu utiliserais? Ça dépend des types de coop. Dans le cas de nous, c'est vraiment juste la convention d'actionnaire qui est différente. C'est uniquement ça. Donc, tout le reste, c'est une organisation avec un processus de décision. Donc, moi, directeur général, il y a d'autres mécanismes de décision qui arrivent ailleurs. Mais pour le reste, c'est la manière qu'on divise les profits, c'est juste que c'est unique, donc c'est en fonction du travail. Puis la manière qu'on prend les décisions annuelles en fondant un conseil d'administration, c'est un membre, un vote. C'est tout. Donc, sinon, pour le reste, c'est une business qui cherche à générer des activités, qui cherche à faire travailler ses gens. Puis pour le reste, c'est vraiment juste la manière qu'on se répartit certains éléments, la responsabilité et les profits. Intéressant. Et bon, avant de fonder Baseline avec tes différents collègues, j'ai pu voir que tu as travaillé assez longtemps à l'Université Laval dans différents rôles, 8 ans, je pense, au final, dans le secteur académique.
comment est venue un petit peu peut-être cette idée-là de vouloir te lancer en affaires quand tu as été aussi longtemps dans le domaine académique, à l'école, à côtoyer différentes personnes dans un domaine d'éducation? Comment a été le déclic de ton côté? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai toujours eu ce désir entrepreneurial-là. J'ai déjà eu d'autres plus petites entreprises que j'ai fondées avant ça. Puis je pense pour moi, quand j'étais arrivé à l'université, j'ai rapidement compris que pour moi, la valeur que j'avais, c'était pas mon diplôme, c'était qu'est-ce que je développais dans mon cerveau, puis ma capacité de prendre Ouais. différents sujets, d'apprendre des choses, les mettre en relation. Puis c'est ça ma proposition de valeur sur le marché du travail. Fait que rapidement, je me suis vu comme, bon, c'est un peu spécial de dire ça, mais comme, c'est ça, mon entreprise, c'est mon cerveau, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à développer. Donc, je me suis vu comme une forme d'entreprise, comme un entrepreneur dans le cadre universitaire. Fait que j'étais avec des projets, j'étais avec des idées, j'ai proposé, j'ai fait ça. Et en fait, moi, souvent, qu'est-ce qui a permis de partir ma carrière où je suis aujourd'hui, c'est que j'étais allé voir un prof, puis j'ai dit, hey, j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis je suis parti avec ça. Puis de là, emmener d'autres activités qui ont permis de me rendre à où est-ce que je suis à la maîtrise, au doctorat, etc., comme ça. Fait que je me suis vraiment vu comme quelqu'un qui avait le coup d'entreprendre des projets. Bon, c'était pas une structure où est-ce qu'on cherchait à générer des revenus ou tout ça, parce qu'on dans le cadre académique, c'est un petit peu différent. Mais rapidement, j'ai eu cette approche-là. Fait que pour moi, de passer vers l'autre côté a été quand même assez facile. Puis je me vois pas encore aujourd'hui me dire que je vais rester chercheur à long terme. Il y a des parties de ça que j'aime moins, il y a des parties que j'aime bien, mais la partie organisationnelle est un peu plus difficile pour moi. Il y a des choses que j'adhère moins avec. Enseigner, c'est le fun, mais ça a beaucoup de difficultés aussi. Bien sûr. C'est un don de soi. Donc, il y a beaucoup de choses que pour moi ne me rejoignaient pas, que pour passer vers le modèle entrepreneurial, pour moi, c'est juste la suite logique des choses. C'était écrit dans le ciel rendu là. Intéressant. Et bon, tu nous as parlé de LMNTI, une organisation qui a été en opération à Montréal, qui a été capable d'aller chercher beaucoup de financement et finalement qui a eu une sortie avec un gros joueur américain, une sortie qui s'est faite peut-être juste avant la COVID, 2019, je pense, C'est 2020. ça, je pense. Et vous lancez votre organisation en 2020. Donc, bien entendu, il y a peut-être cette effervescence d'intelligence artificielle, c'est cette idée comme quoi que ça pourrait être quelque chose d'important. Mais soyons honnêtes, le vrai moment d'adoption s'est fait peut-être 2 ans plus tard. Donc, vous, de votre côté, peut-être tu pourrais nous dire quel type de marché tu étais capable d'entrevoir à ce moment-là. Parce que oui, je pense que les gens de l'intérieur comprenaient l'impact que ça pouvait avoir sur le futur, mais l'externe n'était pas encore au courant de l'impact que ça pouvait avoir. Et je pense que même encore aujourd'hui, on comprend pas vraiment ce que ça va faire pour nos organisations. Donc, si on se ramène à 2020, vous, qu'est-ce que vous aviez vu à ce moment-là? Quel type de marché était devant vous? C'est une excellente question. À l'époque, la manière qu'on se voyait beaucoup, le thème qu'on utilisait, c'était SWAT team. Genre une espèce d'équipe très technique qui arrive dans une organisation, qui aide à régler un problème très spécifique, technologique, pour répondre à un besoin d'affaires. Même encore là, à l'époque, on ne disait même pas le terme besoin d'affaires. Juste, on était des gars très techniques. Puis on faisait une résolution d'un problème, puis on repartait, puis on était vraiment dans une approche, on vient, on aide, on repart les organisations. On n'était pas dans l'accompagnement comme présentement on l'utilise plus. Fait qu'à l'époque, notre marché, pour nous, c'était pas super clair. On était tous green un peu. Je pense qu'on était tous un peu utopiques, peut-être même un peu naïfs à la limite sur qu'est-ce qu'on allait réussir à faire. On voyait de la formation, on voyait différentes choses. On essayait d'asseoir ça. Mais on va se dire franchement, à l'époque, en 2020, 2021, c'était notre compréhension d'affaires était assez limitée. Puis c'est beaucoup ça qu'on a développé par la suite, de comme comprendre c'est quoi un plan d'affaires, à quoi ça sert, c'est quoi les objectifs d'entreprise, c'est quoi les objectifs d'affaires. Tout ça, on est tout allé chercher ça, en fait, avec l'accompagnement InnoCentre, pour être précis, qui nous a beaucoup aidé à comme sortir du profil purement technique pour comprendre, nous aussi, notre techno, comment réellement elle va s'appliquer. Aujourd'hui, je pense que l'IA générative a emmené cette technologie-là dans les mains des gens plus facilement. Les opportunités sont pas toutes réalistes quand les gens expriment certaines possibilités d'IA générative, mais elle a permis de rendre ça très accessible pour les gens puis de voir un cas d'application très concret. Parce que si je dis, on peut prédire telle chose, les gens sont comme, ouais, mais encore, c'est pas super clair tout le temps pour eux, même encore à ce jour. Donc, le plus gros travail, nous, qu'on doit faire, c'est vraiment démontrer c'est quoi que ça peut concrètement faire
avec des possibilités, avec des exemples de trucs qui ont été faits, puis de la recevoir sur c'est quoi les objectifs qu'on essaie de faire, c'est quoi les solutions, puis c'est quoi que ça a permis d'accomplir par la suite. Fait que c'est beaucoup ça que le travail, moi, mon travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça auprès de nos clients, de nos prospects, de pouvoir leur démontrer c'est quoi que cette technologie-là peut faire. C'est pas comme, par exemple, l'auto qu'on a montré le transport, c'était évident, je me rends du point A au point B, c'est rapide. Là, on est dans quelque chose d'intangible, dans quelque chose d'un petit peu abstrait. Les gens ont un imaginaire aussi, des robots tueurs. Fait que, il y a beaucoup de choses, c'est très complexe tout ce qui se met autour de ça, qui fait en sorte que on va prendre bien le temps d'expliquer ça aux gens. Et pour nous, c'est pour ça qu'on appelle ça accompagner, prendre par la main d'une certaine façon pour aider les gens à comprendre ces opportunités-là. Puis, des fois, la solution, c'est pas d'IA, c'est de revoir le processus humain, c'est un logiciel traditionnel, peu importe c'est quoi. Donc, il y a des fois que c'est ça, mais il y a très souvent que ça ne l'est pas. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, vous qui êtes des entrepreneurs. Saviez-vous que 80% des entreprises demandent des prêts, mais seulement 5% d'entre elles appliquent pour des subventions? Et pourquoi donc? Parce qu'elles manquent de visibilité sur les subventions disponibles et ne savent pas toujours s'ils sont admissibles. C'est là que Hello Darwin entre en jeu. Personnellement, en tant qu'utilisateur de la plateforme, j'ai pu constater leur efficacité. Avec plus de 25 000 projets démarrés et 3 000 entreprises accompagnées pour obtenir des subventions, Hello Darwin est l'écosystème B2B par excellence. Avec Hello Darwin, vous avez accès à une base de données de plus de 2100 subventions canadiennes et québécoises. Ils offrent un accompagnement personnalisé, des plans de subventions gratuits et même un gestionnaire de compte pour répondre à toutes vos questions. Leur équipe fait littéralement tout le travail pour vous, du début à la fin. Ils vont vous chercher des subventions. Et ne manquez pas la subvention ESSOR qui peut couvrir jusqu'à 120 000 $ pour des projets technologiques. C'est une opportunité incroyable pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars. Alors, si vous cherchez à maximiser vos chances d'obtenir une subvention, rendez-vous sur hellodarwin.com. Donc, je le répète, HELLODARWIN.com pour avoir accès à des subventions. On mettra également les liens dans les notes de l'épisode. Et bon, si on fait des recherches un petit peu sur votre site Internet, si on regarde la manière que vous présentez, il y a des termes comme une IA responsable, un partenaire éthique. Bon, je serais curieux de voir comment tout ça se matérialise dans une opération quotidienne avec des clients. Parce que, bien entendu, on comprend l'idée. On le voit également de l'externe. Le plus gros joueur qui est le plus en lumière au moment où on se parle partait avec cette prémisse de base-là. Et je parle ici de OpenAI, d'arriver avec un engagement éthique, de bâtir un comité de direction autour de l'organisation pour s'assurer que ça ne parte pas à droite et à gauche et qu'on soit capable de contrôler où ce que tout ça s'en va. Et force est d'admettre que du moment que l'organisation a le vent dans les voiles, tranquillement, ce comité se détériore de plus en plus et bon, on devient une organisation essentiellement à profit et qui est comme toutes les entreprises, qui est très correct. Mais bien entendu, mon point est surtout de dire que on sent que la prémisse de base a été peut-être un petit peu laissée de côté. Vous, de votre côté, comment vous êtes capable d'amener cette vision éthique-là dans votre quotidien? Et peut-être également, tu pourrais nous dire comment tu sens que tu pourrais protéger tout ça à travers le temps si, de votre côté, vous sentez également que l'entreprise grandit bien et que là, tranquillement, peut-être que chaque personne veut tirer la couverte un petit peu plus de son côté. Mm-hmm. Je serais curieux de t'entendre sur ce point-là. Une autre excellente question, Antoine, pour vrai. C'est une question que on veut un bon podcast aujourd'hui. Merci. En fait, c'est des questions que j'aime beaucoup répondre. Il y a deux aspects que moi, je me pose beaucoup. Une coopérative de travailleurs, nous, on est majoritairement des travailleurs dans la coopérative, donc on est une coopérative de solidarité, c'est qu'il y a plusieurs types de membres, mais on a principalement les travailleurs. Bref, ça n'a pas encore été développé en technologie à un niveau de 50, 100 000, 5 000 membres. Il y a des coopératives de travailleurs de 50 000 membres dans le monde. Il y en a une qui s'appelle Mondragon, qui est en Espagne. Mais le modèle n'a pas encore été amené à très grande échelle en technologie. Puis pourquoi il y a une différence pour moi là-dessus, c'est que Mondragon, c'est vraiment du matériel. Donc, c'est des usines qui produisent des choses. Donc, le coût du capital est élevé. Ensuite, finalement, la marge bénéficiaire n'est pas si énorme. Alors qu'en technologie, on est dans un autre spectre parce qu'on peut développer des marges de 50, 60, 80% avec un logiciel. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être emmener un moment donné à
l'appât du gain ou cette espèce de marge bénéficiaire-là qui est très importante pour les membres. Comment on s'assure de rester dans une structure que on va pas se dénaturer finalement, puis on va pas perdre notre essence coopérative et nos valeurs fondamentales. Il y a quand même des principes et des valeurs à laquelle on doit essayer d'adhérer en tant que coopérative. Puis là, j'ai dit du terme essayer dans le sens que il y a pas une police, mais nous, on aspire à ça. Donc, pour nous, pour moi, la manière de réussir ce leap-là, d'aller vers on développe des solutions qui sont responsables et on se dénature pas dans les années, ça passe par nos valeurs fondamentales. Donc, la démocratie, l'équité, etc. Puis si on prend tout ce qui est souvent présenté dans les responsables comme la Déclaration de Montréal, ben c'est des principes qui énoncent comment les solutions devraient respecter ces principes-là ou du moins adhérer à ces principes-là dans la manière qu'on développe la solution. Puis c'est un overlap parfait avec nous, avec nos principes et nos valeurs. Fait on pense que ça va nous permettre de faire en sorte que au quotidien, on vit déjà ces valeurs-là parce qu'on y croit, parce qu'on a choisi ce modèle-là. Donc, ça risque d'être plus facile pour nous de continuer à adhérer dans le futur et d'adhérer à ce modèle-là par la suite. Là, maintenant, ça, c'est la partie très sur papier. On pense qu'on peut réussir ça, mais comment on arrive à opérationnaliser ça? C'est une excellente question que j'ai pas encore la réponse aujourd'hui pour le long terme. À court terme, ce qu'on fait, c'est vraiment, nous, la manière qu'on développe nos projets, ben, on a une grille, on part avec ça, puis on essaie on part et on analyse chacun de nos projets pour être certain qu'ils respectent certains critères. Mais est-ce que dans 10 ans, on va réussir encore à faire ça ou comment est-ce que ça va se transposer si on est rendu 50, 100 ou peu importe le chiffre qu'on est rendu? C'est encore incertain pour moi. Puis il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se sont vraiment rendues là. Si on regarde les géants en technologie, leurs comités éthiques sont finalement, là, tu sais, ils étasent puis ils rentrent du nouveau monde puis ils recommencent à zéro, tu sais. Là, est-ce que c'est juste une question de ce qu'on va appeler l'éthic washing, comme le éco-blanchissement ou ce genre de trucs-là? Donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a l'aspect, on demande, le marché demande beaucoup de pression sur les rendements. Fait il y a peut-être tout ça qui peut rentrer en ligne de compte que nous, on va être protégés, qui va nous permettre peut-être de vraiment aspirer à ça. Mais la chose est d'avouer qu'on aspire à ça, mais j'ai pas encore vraiment tout monté. C'est mon projet, moi, dans la prochaine année, de vraiment m'assurer comment je peux essayer de pérenniser, partir avec le bon fondement. Dans le cas de OpenAI, c'était pas une vraie OBNL. Là, ils ont plusieurs termes différents, eux autres, pour OBNL aux États-Unis. Puis c'était complexe, on va dire ça comme ça. C'était très complexe. Il y avait, il me semble, c'est 4 organisations là, qui se gouvernaient autour. Beaucoup d'organigrammes, oui. Exact. Puis, il y a eu des coups de pouvoir, en fait. Et la seconde, en fait, que Microsoft a commencé à injecter dans ça, ben on venait de perdre la structure originale. C'est certain que si tu donnes 1 milliard à une organisation, à un OBNL, tu t'attends à avoir des rendements probablement. Fait il y a peut-être ça aussi. C'est là un peu mon point. J'ai l'impression, dans un contexte externe, qu'on peut arriver avec continuellement des bonnes intentions pour n'importe quel type d'entreprise. Tu vois, un des bons exemples qui me vient en tête. Récemment, on a eu Alex Brisson sur le podcast, président de Nordastello, anciennement connu sous le nom de Groupe Roche. Alex et son équipe, dans les années 2010, ont été dans on pourrait dire un cauchemar pendant plusieurs années. Ils ont été au centre des entreprises visées par la Commission Charbonneau avec tous ces enjeux de contrats publics qui ont été donnés à des firmes contre des financements illégaux, des pots de vin, etc. Et au final, il y avait un comité de direction, il y avait des gens qui regardaient autour de ça, mais bon, ultimement, c'est l'appât du gain qui prend un peu. Et maintenant, ils ont un comité à l'éthique qui me dit que les choses vont beaucoup mieux, puis et je pense que ça s'est grandement stabilisé. Ils ont plus eu de soucis depuis. Mais mon point est surtout de dire que j'ai l'impression qu'au final, quand on part avec des bonnes idées, c'est très bien sur papier, mais ultimement, quand tu as de plus en plus de gens autour de la table qui veulent de plus en plus de revenus, de profits, etc., des dividendes, c'est pas autant facile le faire, on pourrait dire en anglais, at scale, que le faire quand on débute. Là. Mais je pense qu'on a quand même une différence. C'est que nous, déjà à la base, les actionnaires, ce sont aussi des gens qui travaillent dans les mandats. Donc, parce que tous les membres sont actionnaires. Donc, ce n'est pas un investisseur qui pourrait être, par exemple, la caisse de dépôt, qui veut avoir son rendement de temps, puis qui peut-être va obliger certains éléments ou un venture capital ou des choses comme ça. Fait que des gens, en partant, les gens qu'on enrichit sont les gens aussi qui exécutent les mandats. Puis donc, si on vient à se dénaturer et à perdre qu'est-ce qu'on veut faire, ben naturellement, ils peuvent perdre leur emploi ou il peut se passer plein de choses de ça. Donc, peut-être que la réflexion va se faire différemment. Est-ce que ces membres-là vont aussi vouloir s'enrichir plus individuellement? Peut-être, probablement, il y a la ristourne, qui est un appât aussi, tout ça.
Mais j'ai l'impression que le mécanisme de distribution de la richesse va peut-être un peu plus nous protéger de tout ça, Intéressant. étant donné que les gens qui sont impliqués dans la décision, ce sont aussi les gens qui font les mandats, ce sont aussi les gens qui sont actifs. Donc, il y a peut-être un espèce de Ouais. mélange de pouvoir qui pourrait faciliter ça. Là, je suis vraiment dans la nuance parce que ça n'a pas encore été fait. Hypothétiquement, mais bon, c'est bon Exactement. de le garder en tête. Exact. J'aimerais t'amener sur un point un petit peu plus sur vos services, parce que je pense que c'est là que ça peut être très intéressant. Tu vois, on a reçu Hugues Foltz récemment sur le podcast de Vauban qui nous explique un petit peu quel type d'entreprise ils aidaient au niveau de l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir en premier lieu un petit peu quel type d'organisation êtes-vous capable. Ben, j'imagine que vous aidez plusieurs catégories, mais est-ce que jusqu'à maintenant, dans les projets que vous avez faits, dans vos 4 ans en affaires, il y a une catégorie qui se distingue un petit peu plus, comme quoi elle peut davantage bénéficier de vos services? Et peut-être après que tu nous aies parlé un petit peu de ces catégories-là, en sous-question, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur des cas pratiques que vous avez mis en place et les résultats ceux-ci. Oui, bien, naturellement, là, il y a un premier type de client qui est apparu assez vite, c'est toutes les entreprises technologiques de type SaaS, Software as a Service. Ah, OK. Vraiment rapidement, on s'est retrouvé avec beaucoup de clients sans vraiment trop s'en rendre compte ou être actif dans du démarchage comme ça. Pourquoi? Mhm. Ben, il y a une raison principale, c'est que développer une solution d'IA et pouvoir le répartir sur plusieurs clients est beaucoup plus attrayant que de dire je développe une solution pour le même prix, mais je le répartis sur 1000 employés, 500 employés ou 50 employés. Alors que l'autre, j'ai des opportunités de revenus qui peuvent être autant que j'ai des clients finalement. Donc, le modèle est beaucoup plus intéressant, le ROI est plus facile à justifier, souvent dans ce genre de cas-là. Donc, ça a été pas mal les premiers types de clients qu'on a eu assez rapidement, là, puis qu'on a un bon positionnement dans ce type de clients-là parce que la proposition de valeur, des fois, elle va passer par de la technologie qui pourrait être ou qui est de l'IA. Donc, pour nous, c'est juste naturel d'aller faire ce genre de choses-là. On est beaucoup dans l'innovation, nous, donc c'est encore plus naturel dans la manière de penser et d'aller vers ça. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont de ce type-là, entreprises technologiques qui déploient un logiciel. Il n'est pas nécessairement d'être obligé d'être en formule SaaS, mais qui déploie un logiciel. On va se rendre comme ça, mais souvent, ce sont des SaaS. Deuxième, ce sont des entreprises qui cherchent à se démarquer souvent de la compétition, qui peuvent être des entreprises manufacturières, souvent sont des manufacturières, qui peuvent faire face à des problèmes de croissance. Par exemple, ils veulent grossir leur marché, mais ils ont de la misère à recruter. Donc, comment qu'on fait pour dupliquer les efforts, augmenter la productivité par le même nombre de personnes pour contrôler les coûts d'opération? Bien, ce sont là que souvent la technologie ou l'innovation va être un levier pour aller atteindre ça. Vraiment, vraiment une grosse partie qui est là-dessus aussi, là, des entreprises. Puis souvent, c'est des marqueurs de différenciation. Moi, j'ai un service client hors pair, j'aimerais ça le maintenir hors pair parce que c'est comme ça que je me différencie de la compétition. Mais comment je fais pour passer d'un book de clients de 1000 à 10 000 si je veux atteindre ce chiffre-là sans perdre la qualité de mon service? Ben, c'est là qu'on peut intervenir, par exemple, pour essayer de trouver des manières de automatiser les étapes en arrière dans le back-office pour s'assurer que le front client reste là, reste de qualité ou des trucs comme ça. Il y en a que ça peut être, par exemple, ben, je perds ma main-d'œuvre qualifiée, des usines. Ça, c'est très courant, là. C'est un des cas les plus courants. Ils ont des opérateurs qui ont 25 ans d'expérience, sont à 5 ans de la retraite, sont comme, hey, moi, s'il part, là, lui, là, je suis quand même dans la merde, là, pour ça. Donc, là, comment on peut pérenniser cette expertise-là qui a été développée, qui souvent se retrouve dans des politiques ou des guides, des briques, puis que le monde ne lit jamais parce que c'est juste pas le fun à lire, puis il n'y a personne qui a le temps de lire ça ou qui a le goût, en fait, quasiment de lire ça. Puis là, il se retrouve à comment on ne perd pas notre connaissance. Donc, c'est là que souvent que on peut utiliser des solutions d'IA génératives qui peuvent permettre, par exemple, d'aller chercher cette information-là, qu'on écrit un peu comme à la ChatGPT, mais qui est basée sur l'expertise et la connaissance interne de l'entreprise, la propriété intellectuelle de l'entreprise, puis qu'on dit, hey, je cherche comment résoudre tel problème, comment tu peux m'aider à faire ça. Ça, c'est un cas d'application de ça. Un autre exemple qu'on a développé avec une librairie, en fait, qui a commencé à développer une solution, un RP pour la gestion d'inventaire et des livres, finalement, des commandes et de tout ça pour les librairies indépendantes. Et un des problèmes qu'ils faisaient face, prendre le mail-up. La fin de semaine, là, c'est difficile de trouver un libraire pour faire des recommandations de livres. Le soir aussi, ce sont souvent des jeunes qui ont soit pas tout un niveau de connaissance, parce qu'ils ont 20 ans, 18 ans, donc c'est normal qu'ils n'ont pas lu tous les livres en place, qui sont peut-être gênés, qui sont
disons-le, des fois, la fin de semaine, ça se peut que tu fasses la partie le vendredi soir, fait que tu arrives le samedi, tu n'es pas en forme. Puis souvent, ces gens-là étaient gênés, ils n'allaient pas nécessairement voir les clients, ils n'essaient pas d'offrir du conseil, puis l'offre de service, souvent des libraires indépendants, c'est la qualité du service et du conseil. Donc, c'est difficile à produire. Fait que ce qu'on a développé, c'est un outil qui permet à ces gens-là de pouvoir écrire à une IA qui dit « Hey, la personne cherche un livre, un polar québécois ou quelque chose comme ça. » Puis des fois, les besoins sont extrêmement spécifiques, les demandes. Je cherche un livre, le personnage principal s'appelle tant, le livre est de couleur jaune, j'ai vu ça passer à TVA Nouvelle. Bonne chance de trouver ça si tu n'as pas tout vu l'inventaire. Souvent, ça se peut que ce soit dans les livres très récents qui ont été publiés, mais il y a des manières de trouver des solutions. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une IA qui a tout lu les livres, qui est allé chercher toutes les couvertures, puis qui est capable de répondre à ces questions-là, finalement, pour que un conseiller puisse supporter son processus de recommandation. Fascinant. Je suis curieux de t'entendre ici. La technologie évolue excessivement vite et des fois, d'un autre côté, les modèles d'affaires n'évoluent pas tant que ça. Et je pose la question ici, dans un contexte comme vous êtes en train de bâtir de votre côté, où essentiellement vous livrez, si on le regarde de l'externe, une prestation à une organisation qui vient vous voir pour bâtir un logiciel, entre parenthèses, personnalisé selon des besoins du moment. Est-ce que vous bâtissez votre modèle d'affaires sur une banque d'heures, une prestation normale, ou vous essayez d'évoluer un petit peu, sachant que peut-être l'impact que vous allez avoir pour l'organisation va être drastiquement plus élevé que si eux faisaient construire un logiciel traditionnel? C'est une autre excellente question. On s'est aussi posé beaucoup la question. Au début, on était beaucoup dans le modèle à l'heure, dans la gestion. Il y a des projets qu'on n'a pas le choix de rester à l'heure. Par exemple, quand on est vraiment dans un projet de recherche, d'innovation, c'est difficile jour 1 ou c'est trop rigide d'essayer de proposer un forfaitaire. Fait que ça fait en sorte que jour 1, exactement savoir ce qu'on veut faire, ça ne soit pas très précis. Le client va souvent vouloir évoluer en fonction de son contexte. Donc, on va plus utiliser une banque d'heures dans ce cas-ci parce que ça correspond mieux aux besoins du client. Puis c'est plus facile pour nous de vraiment arriver. Puis il y a peut-être des étapes à travers le processus qu'on va se rendre compte. Bien sûr, on peut commencer à peut-être parler de forfaitaire ou un hybride. Donc, on a des solutions qu'on est capable de dire, bien ça, on l'a assez fait. Ça, c'est en forfaitaire, c'est un prix fixe. On le sait, on s'engage à temps. On le sait, nous, comment que ça va se passer, ça va se dérouler. Puis on est assez confiant là-dessus. On a aussi un hybride où est-ce qu'on dit, bien, c'est un enveloppe. Le minimum que tu vas payer, c'est ça. Fait que si on arrive à le faire plus vite, on a les meilleures marges. Si on n'arrive pas à le faire plus vite puis qu'on dépasse ce budget-là, bien, là, c'est nous qui prenons le risque finalement. Fait que, des fois, on va partager le risque avec l'organisation. C'est vraiment une question de comment l'organisation et nous, on veut gérer les risques de développement du projet. Il y a des parties qu'on essaie d'aller vers l'automatisation aussi de nos processus. Je vais le dire tout de suite que nous, on essaie d'être justement plus compétitifs, différents éléments comme ça. On a aussi, actuellement, on essaie beaucoup de réfléchir à ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de ces organisations-là qui eux-mêmes ont des fois peut-être un logiciel que ça fait 20, 30 ans qui existe, ou 20, 30 ans que l'organisation existe, puis elle réfléchit à ce qu'il y a un nouveau modèle d'affaires qu'elle peut commencer à vendre ses produits. Donc, par exemple, on peut penser à, je vais prendre l'exemple du souris. En fait, Logitech est exactement en train de proposer ça, une souris que normalement tu vends, tu la vends une fois, tu fais de l'argent là. Parce que ça pourrait être intéressant de dire, plutôt, je vends un abonnement autour de ma souris. Logitech essaie d'explorer ce marché-là, de dire qu'on va donner un abonnement pour ta souris. Puis il y a certaines de ces organisations-là qui se posent la question de est-ce que je pense à un mode abonnement ou est-ce que je fais payer, par exemple, au clic ou au mètre cube, au ci, au ça, ou peu importe. Un genre d'approche comme ça. Puis nous, on essaie d'être conseillers à travers ça. On n'est pas des conseillers économiques ou financiers ou de modèle d'affaires, mais on est là pour dire la partie technologique. Comment on peut t'aider à gérer le risque technologique pour faire en sorte que ce soit possible? Si, par exemple, on vend une solution, je sais pas, un ventilateur qui vend un mètre cube d'air poussé, nécessairement, toi, en tant qu'organisation, tu dois gérer ton risque de la défaillance de ton appareil qui va te coûter des coûts qui va faire en sorte que tu ne seras peut-être pas rentable. Donc, on est vraiment en train de passer vers un genre de risque d'assurance, de produit d'assurance pour l'organisation où est-ce que tu veux niveler son cash flow, tu veux lui offrir un cash flow qui est nivelé, mais tu veux gérer son risque d'opération à une certaine partie, puis toi, tu veux gérer ton risque d'opération de ton appareil. Donc là, on a toute une réflexion autour, dans ce genre de projet-là, c'est tout avoir une réflexion autour de est-ce que c'est viable? C'est quoi les solutions technologiques que j'ai besoin? Donc, j'ai besoin de prédire quand est-ce que mon appareil va faire défaillance. Donc, j'ai besoin d'avoir du IoT. Puis là, c'est tout quelque chose autour qui doit vraiment se déployer puis se développer.
Puis après ça, une réflexion autour du marché, mais ça, c'est pas nous qui va le faire, mais on va participer à la partie de combien qu'on pense qu'on peut charger pour ça, combien qu'on pense que ça peut être viable, c'est quoi nos marges qu'on peut essayer d'aller chercher. Fait qu'on va souvent être une espèce de rôle de gestionnaire de l'innovation, mais la partie très intelligence artificielle pour aider ces organisations-là à aller chercher si c'est un marché potentiel pour eux. Souvent, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, ils veulent aller chercher un nouveau marché comme les États-Unis. Donc, ils veulent arriver avec une nouvelle offre de service, quelque chose de différent pour se démarquer de la compétition. Puis, ils arrivent avec cette approche-là. Puis, ils sont bien établis, par exemple, au Canada. Donc, ils ont leur vache à lait au Canada qui permet de supporter le cash flow nécessaire pour l'organisation, l'attaque de nouveaux marchés. Fait, ça va être le genre de réflexion qu'on va participer. On fait pas la partie économique, on est là pour la partie technologique et intelligence artificielle là, pour ça. Fascinant. Je rebondis également sur la sophistication, pardonne-moi, des organisations au Québec et leur compréhension de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je reprends l'entretien que j'ai eu avec Hugues Foltz, qui me disait qu'à la vitesse que les choses vont, le Canada va être bon dernier dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses opérations, dans sa manière de procéder. Les entreprises ont clairement, selon ses dires, un pas de retard sur ce qu'on peut voir ailleurs, sur des pays développés, sur des organisations qui ont compris l'impact du jeu bien avant nous. Qu'est-ce que toi, tu vois de ton côté et comment et quels sont les défis que tu sens que les organisations ont à surmonter pour bien intégrer cette intelligence artificielle-là? Et je donne un exemple, juste le contexte de communication. C'est donc difficile pour des entreprises, on dirait aujourd'hui, de dire on veut vous rendre plus productif, vous, employés, dans votre travail, donc on va intégrer des outils d'intelligence artificielle dans ce que vous faites. On dirait qu'encore une fois, il y a beaucoup d'organisations qui marchent sur des œufs. Les employés ont peur de perdre leur job, tandis qu'ailleurs, on est un petit peu plus agressif, on va plus vite. Par extension, on est plus productif. Une question quand même assez complexe pour moi à répondre, je pense. Je pense, je vais commencer en disant, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas étudié tous les rouages de la productivité ou ces éléments-là. Ça a été démontré quand même assez récemment qu'effectivement, le Canada a accumulé un retard sur la productivité par personne. Donc, le nombre d'heures travaillées, combien qu'on arrive à générer, un pourcentage du PIB par rapport à ça. Je pense qu'il y a plusieurs facettes à ça. Je pense qu'effectivement, la gestion du changement pour les organisations, c'est un élément qui est très peu placé dans les projets. Nous, on le place vraiment au cœur on pose sur des questions, on fait pas de la gestion du changement, mais on parle de nos partenaires qu'on peut faire intervenir, qui viennent dire, voici la manière de bien le faire. On essaie d'impliquer les parties prenantes. Je pense que peut-être que notre contexte historique, la manière qu'on fait les affaires et qu'on a monté notre marché du travail est peut-être différent de, par exemple, les États-Unis ou la Chine, où est-ce qu'il y a une manière différente de faire les choses. Mais si on se colle sur l'Europe, on est probablement assez proche de l'Europe sur certains éléments ou l'Australie, qui accumulent à peu près les mêmes genres à ma connaissance, qui sont assez similaires sur la productivité aussi quand même pour ça. C'est certain que si nous, mettons, on regarde un marché, mettons qu'un marché américain qui est en avance, où est-ce qu'il y a beaucoup de places qui ont fait « on va intégrer l'IA, mais vous n'allez pas perdre votre job », puis 2 ans plus tard, ils ont tous coupé les jobs. C'est sûr qu'en tant qu'employé dans une organisation canadienne, je peux me poser des questions sur l'aspiration réelle de cette organisation. Quand on parle d'IA responsable, pour nous, c'est ça. C'est que le jour 1, dire on va faire un statement, on va annoncer voici la manière qu'on va. Puis il y a plusieurs manières de le faire. Je vais donner un cas où est-ce on est en train d'aider actuellement une compagnie qui cherche à supporter le processus de vente en dehors des heures d'opération. Puis, la manière qu'on a monté le projet et qu'on a dit que nous voici comment on pense va aider à faire en sorte que la gestion du changement va être plus facile, c'est de dire, on vous promet non seulement que vous n'allez pas perdre des jobs, mais on pense qu'avec ces solutions-là, ça va augmenter votre salaire. Pourquoi? Parce que là, les clients qui vont vous appeler pour acheter, leur portefeuille de choses qu'ils veulent acheter va déjà avoir été construit. Donc, votre appel va être soit plus court, soit plus payant, puis donc, vous allez faire une commission plus intéressante. Puis je pense que dans la manière que si on dit ce gain de productivité-là va aussi se répertorier sur la rémunération que tu vas avoir, je pense que c'est plus facile d'avoir ce discours-là par la suite. Il y a comme un mix qu'il faut voir en tant qu'organisation, comment on présente bien notre dossier, de dire c'est pas juste nous qui vont bénéficier en tant qu'organisation, mais vous aussi en tant donc peut-être des semaines de 32,5 heures au lieu de 35. Il y a plusieurs manières d'attaquer ce problème-là. Puis finalement, l'objectif est de dire, on va essayer de répartir un peu la manière que cette productivité-là va avoir un impact sur l'organisation, mais sur les employés aussi. Je pense que fondamentalement, ça peut aider. Le reste à voir, est-ce que l'exécution va bien fonctionner, tout ça. Il y a plein d'autres choses complexes qui peuvent s'ajouter à ça que je viens de simplifier une discussion
quand même qui peut Ouais. être très complexe. Mais je crois que il faut juste penser à la manière, en considérant la manière que nous, on fonctionne, qui est pas pareil dans le reste du monde, puis comment que ça, on peut s'en servir pour peut-être favoriser l'adoption de cette technologie-là. Puis un des premiers points, c'est l'éducation. C'est normal. Il y a plein Ouais. de gens qui n'ont pas été confrontés à ça. On a un marché du travail qui est vieillissant. Mais même, on peut dire que les jeunes sont plus faciles à adopter cette technologie-là. On a vu plein de fois, nous autres, que c'est l'inverse. En fait, souvent, on a plus de résistance auprès des jeunes qui sont justement en début de carrière, puis tu viens leur mettre un outil qui va leur permettre, qui va leur enlever la manière de réfléchir que les autres ont des années à développer. Fait que ça va dans tous les sens. Il y en a qui sont super engagés, il y en a d'autres qui sont complètement à l'inverse. Fait que c'est complexe. Il n'y a pas de solution miracle. Faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, effectivement. Il faut analyser tout ça. Et je pense que pour les entreprises, c'est excessivement important. Mais en t'écoutant parler, je pense que c'est excessivement important également que les employés, que les gens qui sont à l'intérieur d'une organisation, que les salariés comprennent également tout ce qui est en train de se dérouler et analysent également où est-ce qu'ils se retrouvent dans cet échiquier de marché du travail-là. Parce que soyons honnêtes, David, on peut arriver avec des beaux discours à nos entreprises, à nos collègues, à nos salariés, comme quoi aucun emploi va changer, vous allez tous garder votre emploi tel quel. Ce serait, à mon avis, de un, se mentir et de deux, ne pas être tellement responsable en tant que dirigeant d'entreprise à la vitesse que les choses vont. Corrige-moi si je me trompe ici, mais dans la communication, il faut laisser une porte ouverte comme quoi, oui, il y a d'excellentes chances que votre travail change et il y a d'excellentes chances que dans les prochaines années, peut-être certains travaux qu'on fait aujourd'hui vont être remplacés et vous, de votre côté, il faut que vous ayez cette compréhension-là pour peut-être évoluer dans votre expertise, aller comprendre un petit peu comment d'autres départements fonctionnent, mais de simplement le botter en touche et de dire non, tout le monde garde sa job, ça reste pareil. Corrige-moi si je me trompe, c'est pas tellement responsable non plus, là. Non, effectivement. C'est vraiment de faire, pour nous, on pense que c'est vraiment de faire le statement sur c'est où qu'on est prêt à aller, c'est où qu'on n'est pas prêt à aller sur un horizon X nombre d'années. Parce que c'est difficile de dire, dans 20 ans, il n'y a rien qui va changer. C'est impossible à savoir. On peut au moins avoir un horizon, dire, écoutez, dans 3, 4, 5 ans, dans notre plan stratégique actuel, voici comment on voit les choses, puis voici sur quoi on veut s'attaquer, puis c'est quoi l'impact. Je pense que dans tout ça, c'est d'envoyer un signal aux gens sur c'est où qu'on veut mettre notre focus sur les changements. Après ça, la requalification, la formation des gens doit aussi faire partie de ce plan de communication-là. Bien sûr. Il y a des postes qui, actuellement, on pense peut-être ne seront pas automatisés, mais qui pourraient peut-être les chauffeurs d'autobus. Parce qu'à un moment donné, nos autobus vont se conduire tout seuls. On le sait pas. Il y a des places que, même si on essaye fort de changer, c'est difficile aussi à changer pour diverses raisons. Bref, je pense qu'effectivement, de juste dire naïvement qu'il n'y a rien qui a changé, rien qui va changer, c'est difficile de se prononcer. Puis de dire que tout va changer ou tout va disparaître, c'est aussi difficile de se prononcer. C'est quelque chose dans un spectre entre les deux là, qu'on va se retrouver. Puis je pense que c'est juste essayer le plus possible d'être transparent, à mon avis, d'être transparent, puis d'être un peu plus clair dans ses intentions. Je pense que ça peut faciliter de former les gens. Et les gens qui sont sur le marché du travail, je peux comprendre aussi. Je pense qu'il y a différentes positions. Là. Il y a des gens qui ont probablement pas envie précisément de reprendre une nouvelle job. Ils sont à 50 ans, à 55 ans, à 40 ans, ils ont des enfants. Donc, c'est difficile de s'imaginer se relancer dans un processus d'apprentissage. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile, je pense. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Oui. On fait face à des évolutions qui, personnellement, je trouve totalement fascinantes. Et ça amène aussi à se challenger personnellement, à savoir comment on peut continuer à amener de la valeur dans un environnement de la sorte. Et d'ailleurs, parlons-en un peu de valeur. Il y a ce débat en ce moment qui se déroule, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, surtout sur les marchés boursiers, avec tout ce qui se déroule avec les grandes entreprises technologiques qui investissent une grande partie de leur capital financier à bâtir davantage d'infrastructures pour bâtir leur propre intelligence artificielle. On peut penser au Microsoft, au Meta, au Google de ce monde, qui rendent les états financiers de NVIDIA incroyables d'un trimestre à l'autre. Vu récemment. 9 milliards, je pense, qui provenaient de 3-4 gros joueurs là, de mémoire là, dans son état financier. Là, c'était assez impressionnant. Là. Exactement. C'est assez spécial de voir autant d'argent qui circule uniquement dans ces grandes entreprises-là et qui fait en sorte qu'ils sont capables d'amener le marché boursier vers le haut. Bref, mon point est surtout de se dire, il y a ce débat qui s'installe entre
dans des discussions où est-ce que les gens disent où va-t-on voir le retour sur investissement? Et en ce moment, le retour sur investissement, quand on analyse le tout, se fait davantage sur des gains de productivité et ultimement un plus gros profit aux actionnaires, sachant que tu as besoin de moins de main-d'œuvre pour accomplir un projet précis. Donc, ça, c'est compris. On le voit également, il y a des organisations encore, si je reprends des grandes organisations technologiques qui font plus de revenus, plus de profits aujourd'hui avec moins d'employés parce qu'ils sont capables d'automatiser des tâches. Ça, c'est bien compris. Mais ça reste que pour le bien commun, on ne sait pas encore si c'est super bon de voir le tout de cette manière-là. Et là, après, il y a l'autre question qui embarque de se dire où est-ce qu'on va le voir, ces retours sur investissement-là? Où est-ce qu'on va voir les revenus qui proviennent de toute cette création d'infrastructures-là? As-tu une réponse à donner là-dessus? Je serais peut-être également curieux de t'entendre sur cette dynamique. C'est aussi une autre bonne question. Là. Tu sais, c'est traditionnel. Peu importe la technologie, on a fait face à ça. Là. Tu sais, par exemple, on parle de la robotisation, là, qui est pas mal un dernier événement qui est arrivé. Il y a beaucoup d'organisations qui sont allées vers ce genre de choses. Tu sais, il y a eu plusieurs gains. Il y a eu la productivité, mais aussi des fois la qualité. Donc, tu sais, un robot soudeur fait toujours la même soudure, s'il est bien paramétrisé, toujours à la même place, toujours la même chose. Fait qu'il y a beaucoup d'organisations que ça leur permet de faire des choses. Puis je pense qu'il y a des trucs aussi, tu sais, on parle beaucoup de la productivité, mais je vais donner un exemple d'une compagnie, et je ne me rappelle plus exactement c'est où, mais de mémoire, là, c'est dans le coin de Drummondville, que eux, ils ont fait un pari différent. Eux, ils ont dit, on va acheter de la machinerie, on va automatiser des trucs, mais je vais garder les humains dans des positions clés. Puis ce que je vais chercher à faire, en fait, c'est pas de dire je vais produire le plus de trucs le moins cher possible. Je vais réussir à dire je vais produire le plus de trucs personnalisés pour mes clients, mais au coût le plus compétitif possible. Puis c'est difficile. La personnalisation d'un produit dans une chaîne de montage, t'aimes pas ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu dois réorienter ta machine, tu dois toujours faire des choses. Tu veux changer de couleur tes souliers, tu veux tes souliers bleus, puis l'autre, tu veux les souliers noirs. Et c'est compliqué dans une chaîne de montage faire ça. Bien Puis ils sûr. ont réussi à faire le pari d'aller vers ça. Fait que ce qu'ils font, eux autres, c'est des sièges, des dossiers, le tissu à rembourrage, ils font ça pour les trains, mais ils font ça aussi pour, par exemple, un client qui est venu le voir, puis on dit, mais moi, je fais des sièges de moto personnalisés. Donc, tu peux tout le custom, ton siège de moto, puis je te l'envoie chez toi. Et là, pour réussir à faire ça à un prix raisonnable, là, ça y prenait un partenaire qui est capable de dire, hey, j'en veux 20 de ça, 30 de ça, 40 de ça, puis je le veux au prix le plus abordable possible. Puis ben lui, avec sa machine, avec les parties qu'il a réussi à automatiser, à la manière qu'il a réussi à automatiser son organisation dans les parties où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur, ben, arrive à offrir ça. Fait il n'est pas nécessairement plus productif, il est surtout il est capable de répondre à des besoins très spécifiques qui est difficile à faire autrement sans la robotisation. Fait que lui, il a réussi à chercher un ROI qui est différent ou qui est ailleurs. Fait que je pense que il y a des parties qu'il faut juste voir la manière qu'on le fait. Lui, finalement, ben, c'est qu'il permet, mettons, lui, le ROI ou pour la collectivité, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il fait travailler des gens qui, autrement, effectivement, ça aurait été automatisé, puis on ferait pas ça, puis ils seraient pas capables d'offrir ce genre de produit-là. Fait que je pense qu'effectivement, il y a le ROI, il y a la productivité, mais il y a peut-être aussi la manière qu'on peut offrir des services, puis comment tout ça va rayonner auprès des organisations, auprès de nos sociétés. C'est de voir si on parle de taxation ou de trucs comme ça. Là, finalement, la manière qu'on peut le faire, avec Netflix, entre autres, on a essayé de le faire au Canada, où on a commencé à le faire en fait avec une taxe spécifique à ce genre d'organisation-là. On va probablement assister de plus en plus à des combats entre des géants technologiques et des pays qui vont essayer d'imposer sur des organisations supranationales leur pouvoir national. Ça sera pas l'Australie essayer, mais l'Australie a réussi à le faire sur certains éléments. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Faut faire attention quand tu te frottes à ces joueurs technologiques-là, parce qu'en l'espace de 2 clics, ils peuvent retirer toutes les nouvelles canadiennes de leur plateforme. Écoute, ils sont en droit de le faire. Hein, ça leur appartient. Puis, je pense que ce qui est important de comprendre, et j'en ai parlé très souvent sur le podcast avec d'autres collègues qui sont venus et qu'on a eu des discussions sur le sujet, c'est juste de se dire, tu dois respecter un joueur qui fait 1,5-2 trilliards de capitalisation boursière. Tu peux pas juste lui imposer ce que tu veux, parce que ces gens-là, ces entreprises-là plutôt, sont rendus plus gros que des pays en termes de PIB, en termes de revenus, en termes de profitabilité. Et au final, tu peux créer encore plus de dommages sur ta population et ton économie, parce qu'il y a énormément de médias au Québec en ce moment et au Canada qui aimeraient le réavoir leur trafic. Donc, il faut faire attention quand tu rentres sur des négociations avec ces joueurs-là. C'est vachement complexe, là, puis
Et je pense que la complexité de tout, tu l'as nommé, c'est le pouvoir. Là. Tu sais, c'est une égalité des pouvoirs, puis ce sont des organisations qui sont supranationales et qu'on n'a pas toute la même vision de la manière qu'on doit essayer de réguler ces organismes-là. Ouais. Donc, il y a les paradis fiscaux, il y a différents éléments aussi qui leur permettent d'aller chercher du pouvoir. Il y a le lobbying qui est vraiment aussi très présent. C'est pas facile. On le voit dans d'autres secteurs aussi que la technologie, comme tout ce qui est les énergies fossiles. Donc, bref, what a time to be alive, hein, comme on dit. Ouais, ben c'est intéressant. C'est très intéressant. Bon, dis-moi, pour Baseline, qu'est-ce qui vous attend dans les 12-24 prochains mois? Continue notre croissance. Nous, on était 2 il n'y a pas si longtemps. On est déjà rendu 15. On veut continuer comme ça. On est très fiers de qu'est-ce qu'on fait. Dans les projets, moi, actuellement, surprenamment, les gens m'ont dit on aimerait ça avoir un bureau. On est tous en télétravail, on a fait ce choix-là, fait que c'est beaucoup de projets. Les gens, je pense, ils aiment ça le télétravail, mais ils aiment la flexibilité du télétravail, ils aiment ça pouvoir se voir. Donc, nous, c'est vraiment des gros projets qu'on travaille. Puis, on veut continuer à renforcer notre position sur le responsable. On a des annonces qui vont probablement venir. 2025, c'est l'année des coopératives. Donc, on veut utiliser cette opportunité-là pour se promouvoir dans notre milieu d'affaires. Donc, c'est beaucoup ça là, pour moi qui va être mon focus là, dans les 6 prochains mois pour se dérouler par la suite dans les prochaines années. Mais continuer qu'est-ce qu'on fait, continuer à bâtir notre expertise, continuer à bâtir notre équipe, puis de pouvoir aider encore, faire des succès pour nos clients. On a beaucoup de projets qu'on pense que nos clients vont aller chercher des beaux succès avec ça, qu'on est fiers de pouvoir les aider à accomplir ça, d'être des accompagnés là-dedans. Fait que c'est pas mal ça, là, les succès individuels et collectifs qu'on essaie d'aller chercher. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que j'ai envie de vous parler d'un nouveau partenaire pour le podcast et j'ai nommé l'École d'entrepreneurship de Beauce. Si vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à passer à la vitesse supérieure, l'École d'entrepreneurship de Beauce, fondée par Marc Dutil, est l'endroit parfait pour vous. Et ce que je trouve totalement fascinant, c'est que depuis que j'ai lancé le podcast Hypercroissance en 2018, j'ai des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui sont également passés par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mais ils ne sont pas seuls parce qu'il y a eu plus de 1100 entrepreneurs diplômés depuis le lancement et l'EB offre des programmes adaptés à tous les niveaux, comme le programme Élite pour les entrepreneurs expérimentés et le programme Émergence pour ceux qui souhaitent consolider leur leadership et également faire avancer leur entreprise qui débute. Et ce qui rend l'EB unique, c'est son approche entrepreneur à entrepreneur où des chefs d'entreprise expérimentés vous enseignent directement les clés du succès et comment faire croître son entreprise ou même la faire passer en hypercroissance. Donc, si vous êtes prêt à vous entourer des meilleurs et à propulser votre entreprise à un autre niveau, découvrez l'EB sur eebauce.com. Donc, je le répète, eebauce.com. Et c'est l'école qui a transformé le parcours de tant d'entrepreneurs québécois. Bon, des petites questions personnelles. Lecture, est-ce qu'il y a certains livres d'affaires qui ont marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec notre audience? Il y en a plusieurs. Je vais avoir 3 catégories de livres que j'aime bien. Moi, un livre qui m'a beaucoup aidé, ça a été The Art of Learning. Tu sais, on l'a dit, là, les choses vite, la technologie bouge vite. Apprendre une technologie aujourd'hui, c'est pas ça que tu veux. Tu vas apprendre à apprendre pour apprendre la prochaine technologie demain, puis ainsi de suite par la suite. C'est un livre super intéressant qui m'a permis, c'est quelqu'un, en fait, qui est devenu champion du monde aux échecs. Puis il est venu champion du monde par la suite au Tai Chi ou quelque chose comme ça, là, qui est comme un art thaïlandais, je me trompe pas. Puis qui est devenu champion du monde aussi. Donc, il démontre un peu c'est quoi les mécanismes qu'il a pris pour apprendre à apprendre, puis finalement être une machine à apprendre pour ça. Sinon, dans les romans, moi je suis dans les classiques, là, j'aime bien la littérature, mais Albert Camus, c'est pas mal un de mes écrivains préférés. Au niveau de l'IA, les gens me posent souvent la question, c'est quoi des bons livres en IA? J'ai pas lu beaucoup de livres philosophiques ou des éléments, là, ça peut être de la théorie en IA, là, donc je pense pas que ça va intéresser tout le monde. Mais si des gens aimeraient ça commencer à faire un petit peu d'intelligence artificielle, du code en Python, ben, il y a un livre là, qui est Machine Learning with PyTorch puis Scikit-Learn, qui est vraiment très bon. Pour moi, ça a été mes premières classes avec ça. Puis j'ai adoré ce livre-là pour l'utiliser. Donc, c'est un bon livre pour commencer par Sébastien Rachka, quelque chose comme ça. Là, je ne vais jamais certain de prononcer son nom. Mais un excellent auteur, là, puis quelqu'un de très bien connu dans le domaine de l'IA. Podcast? À part les podcasts d'humour, là, parce que c'est beaucoup ça que j'utilise pour me divertir là, maintenant. Là. Moi, j'aime bien le Huberman Lab. Qui en fait, c'est excellent. Là. Je l'écoute moins un petit peu aussi, mais j'aime bien. Puis, en fait, pour les gens qui sont aussi dans le domaine technologique, il y a un podcast que j'aime bien, moi, c'est Soft Skills Engineering, qui finalement dit, ben alors, la couche technologique
les skills technologiques, c'est quoi les skills humains que tu dois développer un peu en tant qu'ingénieur? Puis, en fait, c'est des questions du public qui vont aborder des sujets, des gens qui font des mises en situation. Hey, j'ai un collègue qui s'est passé telle chose, comment je devrais le gérer? Puis donc, qui essaie beaucoup de travailler autour de comment bien développer, puis comment se développer en tant qu'ingénieur technologique, peu importe tout ça, dans un profil très technique, à développer des skills qui vont faire en sorte que tu pourrais continuer les prochaines étapes de ta carrière, ou être un meilleur développeur, ou être un meilleur ingénieur dans tout ça. Un podcast que j'adore beaucoup, que j'écoute depuis à peu près, je pense depuis le début, là, l'épisode, je pense, 15, j'ai commencé. Pas tout écouter, mais que j'écoute beaucoup, que je trouve intéressant sur des réflexions autour de ça. Intéressant. Et ta routine, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? Ces temps-ci, elle a presque tout le bord. Ma routine, là, j'ai un petit peu plus de difficulté ces temps-ci, beaucoup plus de trucs à faire, mais je dirais que je suis quelqu'un qui commence pas, je suis pas quelqu'un qui commence à 6 heures le matin, comme on peut entendre. Là. Je suis plus 8 heures, 7, 8 heures, c'est pas mal l'heure de début que je vais commencer. Moi, je dirais, là, la truc qui m'aide le plus, c'est que j'ai trouvé des types de musique. Dans la musique, j'écoute de la musique de film, en fait, parce que c'est une musique qui est faite pour te garder captif, pas pour te déranger, mais qui donne juste souvent un beat par minute qui est suffisant juste pour OK, je veux garder ce tempo-là de travail, j'adore ça. Hans Zimmer, en fait, là, pour être précis, là, c'est pas mal que j'écoute le plus. Beaucoup. Sinon, j'essaie de finir 6 heures à peu près dans mes journées habituellement. Par la suite, souvent, dans ma dernière heure, je vais souvent juste finir une liste de to-do pour le lendemain, pour essayer de renvoyer les choses au lendemain. J'essaie de faire la même chose aussi le vendredi pour la semaine qui s'en vient. La fin de semaine, j'essaie le plus possible de ne pas travailler, mais bon, des fois, c'est plus difficile. Des fois, il y a un petit peu de choses qui se sont accumulées. Le sport, qui pour moi est vraiment dans la routine. Plus la fin de semaine, là, surtout l'hiver, j'essaie de faire beaucoup de ski de fond, du vélo, de la course. Ça me permet beaucoup de me changer les idées. Puis écouter des podcasts. Là. Je suis vraiment un fan du podcast des Denis Drolet, là, Rince Crème. Là, c'est pas mal mon divertissement que je chierai beaucoup. Vraiment, quoi que tu écoutes ici, là, c'est vraiment comme ça que moi, j'arrive à décrocher puis à juste plus penser. Je fais de la cuisine beaucoup. Je cuisine beaucoup. J'aime beaucoup cuisiner. Puis ça me permet de penser à d'autres choses. Puis juste suivre quelque chose de très simple. Des étapes. A, B, C, D, E, fais ça. Puis j'aime bien faire... mon manière de m'échapper, c'est faire des petits projets de construction. Là. J'aime bien ça aussi pour penser à autre chose, utiliser un autre type de matière grise. Vraiment un fan de rénover des murs, monter, poser des fenêtres, un peu de tout. J'aime bien ça. Fantastique. Et bon, David, si on va savoir un petit peu plus sur toi et l'organisation Baseline, le meilleur endroit pour vous rejoindre? Directement info@commercialbaseline.québec. Donc, le meilleur moyen, ça va tomber directement dans votre courriel. Sinon, david.beauchemin@commercialbaseline.québec. Notre site web, nous suit sur les réseaux sociaux comme LinkedIn plutôt. On pose beaucoup de nouvelles sur les choses qu'on fait. On a partie de newsletters aussi là, qu'on veut essayer d'aider les gens à démystifier l'intelligence artificielle. Donc, ça se veut vraiment essayer d'aider les gens à comprendre par différentes activités, des capsules, des vidéos, des trucs comme ça pour comprendre concrètement qu'est-ce qui peut être fait dans l'organisation, puis suivre ça un peu plus de plus près. On vise 2 fois par mois. On ne veut pas trop vous gosser avec ça. On sait qu'on en reçoit plein. L'objectif, c'est juste de vous apporter de l'information à travers ça. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. David, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut totalement fascinant. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.